Vous êtes tête de liste européenne. Tout d'abord, comment cette campagne commence? C'est une campagne qui s'engage. À vrai dire, les Français sont aujourd'hui assez loin de cette campagne des élections européennes. En même temps, ces élections auront lieu dans 4 mois et demi. Ce sont des élections très importantes parce que aujourd'hui, notre vie quotidienne, elle est impactée par beaucoup de décisions qui sont prises à l'échelle de l'Europe et notamment à l'échelle du Parlement européen. Et donc, je pense qu'il est important que les Français aillent voter aux élections européennes parce que si eux ne s'intéressent pas à l'Europe, en revanche, l'Europe s'intéresse à eux et prend des décisions qui impactent leur vie. Donc, intéressez-vous à ce qui se passe là-bas. Marie-Pierre Vieux, que j'ai interrogée hier, m'a dit que la campagne qui arrivait et l'élection était complètement aléatoire. On ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Elle disait qu'il pouvait avoir 0 siège, mais en avoir une dizaine. Vous, quel est votre objectif de siège à l'Assemblée européenne? Mon objectif, c'est que nous ayons le plus de sièges possible, 7, 8 sièges, en tout cas un maximum, parce que je suis convaincu que la voix que nous faisons entendre, nous les communistes, sur les enjeux européens, c'est une voix que personne ne portera à notre place. Vous savez, les communistes, ils ont une singularité à gauche, c'est que nous avons toujours refusé ces traités européens qui prônent le libéralisme partout, la mise en concurrence partout, l'austérité partout, et ça, nous avons toujours alerté sur les conséquences de ces traités européens. Donc on ne pourra pas nous prendre en défaut, et les communistes, au moins, ils ont toujours été solides et fermes sur cette question-là. Alors, Potsky en live nous demande comment vous allez rassembler déjà Bruxelles et comment rassembler les Français. Bon, d'abord, le Parti communiste, il est rassemblé sur cette élection, donc il n'y a pas un enjeu de rassemblement des adhérents du Parti communiste. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. En revanche, il y a un vrai sujet qui est la dispersion qui existe aujourd'hui à gauche. Et c'est la raison pour laquelle nous, les communistes, nous continuons à tendre la main à ceux qui partagent avec nous. Je pense à Benoît Hamon, je pense à Mélenchon. L'idée que l'Europe peut être autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une machine à fabriquer de la régression sociale. Et donc je leur dis, nous sommes en campagne, nous y allons, nous sommes totalement mobilisés, mais nous serons toujours prêts à travailler avec d'autres. Donc je dis à Benoît, à Jean-Luc, rassemblons-nous, on sera plus fort si on y va ensemble. Et vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge du logement. La semaine dernière, il y a eu l'explosion de Trévis qui a fait 4 victimes et une cinquantaine de blessés. Ce matin, il y a eu une explosion à Lyon, à l'université, qui a fait 3 blessés légers. C'est un début assez compliqué pour les infrastructures. Et l'année dernière à Marseille, il y a eu l'effondrement d'un immeuble. Comment vous expliquez ces problèmes d'infrastructure en France? Ce sont des accidents qui ne sont pas de la même nature. À Marseille, c'est le fruit de l'insalubrité. S'il y a eu le drame de la rue d'Aubagne, c'est que tout n'avait pas été fait, notamment par la municipalité Gaudin, pour éviter ce type de situation d'insalubrité. D'ailleurs, à Paris, un travail énorme a été fait pour sortir plus de 1000 immeubles, soit 20 000 logements, de l'insalubrité dans laquelle ils étaient. Donc ça, c'est l'insalubrité. Après, il y a eu ce qui s'est passé rue de Trévis dans le 9e arrondissement samedi. Là, on a affaire à une explosion qui est liée au système de gaz. Il y a une enquête qui est menée, mais enfin, on n'était pas confronté à une problématique d'insalubrité. L'insalubrité de ces immeubles aujourd'hui, elle est le résultat de l'explosion au gaz. Et donc, il est difficile pour moi aujourd'hui, étant donné que l'enquête se poursuit, de tirer les conclusions d'une enquête qui n'est pas finie. En revanche, le travail que j'ai comme maire adjoint en charge du logement, c'est de trouver des solutions d'hébergement et à plus long terme de logement pour les personnes qui ont été impactées. Il y a un peu plus de 80 familles qui ne peuvent plus regagner leur logement et qui risquent de devoir subir cette situation pendant encore quelques mois. Et donc aujourd'hui, c'est le travail qui me mobilise. J'étais d'ailleurs hier soir avec les habitants. Et comment vous avez appris cette explosion? Je l'ai apprise parce que, comme adjoint au maire, j'ai été alerté dès 10h du matin samedi et j'ai été évidemment en lien constant avec les services de la ville pour recevoir le plus vite possible l'ensemble des habitants concernés. Puis nous sommes en train de constituer les dossiers de logement pour pouvoir reloger les personnes concernées. Alors, demain, nous serons au vœu du Parti Socialiste. Est-ce que vous avez un petit mot à dire à Luc Effort? Je lui poserai la question, je lui dirai ce que vous avez dit. Bon, d'abord, je lui souhaite une bonne année 2019. Je lui souhaite, pour être tout à fait honnête, de faire le bilan du gouvernement de François Hollande. Parce que si nous en sommes aujourd'hui dans la situation actuelle, c'est quand même parce que François Hollande, le Parti socialiste au pouvoir, entre 2012 et 2017, a beaucoup déçu.
Et donc je pense que le Parti socialiste a aussi besoin de tirer les leçons de l'échec de François Hollande. Et donc je lui souhaite de faire ce travail. Mais enfin, moi, je ne suis pas un garçon sectaire, donc je suis toujours prêt à discuter avec tout le monde. D'ailleurs, je suis élu de la ville de Paris, la maire de Paris est socialiste et nous sommes capables de travailler ensemble. Jacques Toubon, il y a une polémique avec son salaire de 30 000 € par mois. Il dit qu'il ne comprend pas ce que. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Moi, je comprends que les Français soient choqués par ce type de salaire. Il y a un problème, évidemment, d'écart de salaire au sein de la fonction publique. Mais enfin, moi, ce qui me met le plus en colère, c'est pas le salaire de Jacques Toubon, qui est d'ailleurs une personnalité tout à fait estimable, qui dit souvent des choses avec lesquelles je suis d'accord. C'est les bas salaires des catégories C de la fonction publique. Les jardiniers, les auxiliaires de puériculture, les éboueurs. Vous savez que le salaire moyen dans la fonction publique, il est de 1 900 €. Et 20% des fonctionnaires de la fonction publique territoriale sont au SMIC. Donc on a un réel problème de bas salaire dans la fonction publique. Donc j'ai envie de dire que ce qui me met en colère, moi, c'est pas tellement le salaire de Jacques Toubon, c'est surtout le fait qu'on ait autant de bas salaires dans la fonction publique, alors même que les fonctionnaires territoriaux remplissent des missions absolument essentielles. Que souhaitez-vous pour l'Union européenne après cette élection européenne? Du changement. Je pense que l'Union européenne aujourd'hui, en tout cas, je pense que l'Union européenne, elle est confrontée à un dilemme. Si elle reste comme elle est, elle va en réalité mourir. Parce que l'Union européenne, si c'est l'austérité, la concurrence, les bas salaires, les privatisations, tout ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui, si c'est ça, eh bien les gens ils vont être dégoûtés de l'Europe. Et on est aujourd'hui dans une situation où les Européens sont dégoûtés de l'Europe. On n'a jamais eu autant de gens qui en avaient ras-le-bol de l'Union européenne. Donc soit l'Union européenne change, soit elle mourra de sa belle mort parce que les Européens ne supporteront plus cette Union européenne libérale. Il faut arrêter avec cette Europe de l'argent et faire l'Europe des gens. C'est le message que nous passerons lors de ces élections. Et moi j'ai 20 ans, je suis dans la catégorie des jeunes, plus qu'on entend. Il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent plus voter, qui sont dégoûtés. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces jeunes-là qui ne croient plus en la politique actuelle, que ce soit de droite, de gauche, d'extrême droite, qui parfois se radicalisent, quitte à devenir casseurs? D'abord, moi je comprends que beaucoup de jeunes soient en colère par rapport à la politique. Parce que depuis qu'ils sont nés, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, ils n'ont vu que des pouvoirs qui ont déçu. Donc je les comprends. En même temps, je vois aussi beaucoup de jeunes qui sont engagés dans les mouvements sociaux. Je rencontre régulièrement des jeunes qui sont mobilisés dans le mouvement lycéen. J'en rencontre encore demain. Et donc il y a un intérêt pour la chose publique. Moi, je leur dis que s'ils n'investissent pas la politique, d'une certaine manière, ils passent à côté d'un outil pour changer la société. Donc je leur dis, venez chez nous, bousculez-nous et on s'en portera mieux. Alors, on a une question de Polski. Alors, c'est un bas salaire jette le nid chez les profs en France alors que les salaires dans les autres pays européens sont plus importants. Comment on résout ce problème? Il a raison. Et moi, j'ai été enseignant. Je suis prof de français et j'ai enseigné quelques années à Sarcelles en banlieue parisienne avant de rejoindre la mairie de Paris. C'est une honte. Aujourd'hui, le niveau des salaires des profs, c'est invraisemblable. Invraisemblable. Nous traitons mal nos profs. Et nous ne pouvons pas demander aux élèves de respecter les profs si l'État ne respecte pas ses profs. Donc il est temps de revaloriser les salaires des profs. D'ailleurs, je sais qu'il y a un mouvement en ce moment, le mouvement des stylos rouges, qui alerte sur les conditions de travail des profs. Moi, je pense qu'on ne respecte pas les profs aujourd'hui comme on devrait les respecter. Voilà. Donc il faut rehausser les salaires, effectivement. Et est-ce que vous êtes déçu du comportement de Jean-Luc Mélenchon? Moi, je ne suis pas en train de construire un match avec Jean-Luc Mélenchon. Je ne vais pas jouer au jeu des 7 différences avec lui. En tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est qu'il faudra bien que la gauche retrouve le chemin du rassemblement. Sinon, ça veut dire qu'on laisse Macron au pouvoir à vie, ou alors l'extrême droite remporter la mise. Moi, j'ai pas envie qu'on soit obligé de choisir entre les libéraux et les fachos. Et donc, si on ne veut pas être obligé de choisir en 2022 entre les libéraux et les fachos, il va bien falloir que nous trouvions le chemin du rassemblement. Alors, j'ai bien compris que Jean-Luc Mélenchon n'en était pas là aujourd'hui,
mais je suis convaincu que ce chemin s'imposera à tout le monde, parce que c'est l'intérêt de ceux qui galèrent aujourd'hui, qui ont envie que ça bouge. Vous souhaitez un remake possible, mais de 1980 avec l'association de tous les partis de gauche? Je ne sais pas si je veux un remake de 80. 80 était une alliance très partidaire et uniquement une alliance de partis. Moi, je suis convaincu qu'il faut inventer un rassemblement du 21e siècle, c'est-à-dire un rassemblement dans lequel on est bien sûr des partis politiques, mais aussi plein de gens qui sont engagés dans des mouvements sociaux, associatifs et qui ne sont pas membres d'un parti politique. En fait, en vous disant ça, je pensais moins à 1980 qu'à 1936. Alors évidemment, vous, ça vous parle moins parce que vous êtes très jeune, mais moi non plus, je n'étais pas né en 36. Mais 36, justement, c'était une alliance qui dépassait le simple cadre des forces politiques. C'était une période où l'extrême droite progressait beaucoup et où justement des gens de gauche, des syndicats ont pris leurs responsabilités et ont fait le choix du rassemblement. Et c'est ce qui a permis de belles victoires en 36. Les congés payés qu'on a aujourd'hui, on a 5 semaines de congés payés quand on est salarié, ça c'est 36. Et donc il y a quand même de beaux héritages qui sont liés à ce moment de notre histoire. Ça n'a pas duré très longtemps, c'est une expérience qui a duré 2 ans, mais c'est une expérience qui a laissé de belles traces et pour moi ça reste une référence. Est-ce qu'on est pour vous à la fin d'un cycle à l'heure actuelle? Un peu comme en 1936 avec la montée du populisme en Europe, on sait comment ça s'est terminé quelques années plus tard. Est-ce qu'on est à la fin d'un cycle? Oui, je pense qu'on est à la fin d'un cycle. Je pense qu'en tout cas, il y a un système démocratique, un système de représentation politique, un système libéral aussi, qui est à bout de souffle. Moi, il y a une phrase que j'ai retenue des vœux d'Emmanuel Macron, ça va peut-être vous surprendre, mais quand il dit que le capitalisme libéral est au bord de sa fin, alors je pense qu'il n'en a tiré aucune conclusion et c'était juste une belle phrase dont il ne tire aucune conséquence. Mais il a raison. C'est ça que traduit le mouvement des Gilets jaunes. Les gens, ils en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol de voir que d'un côté, il y en a qui se gavent et puis de l'autre, il y a une grosse majorité de gens qui galèrent. Ça ne peut pas continuer longtemps comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui voient que des tas de règles auxquelles on est obligé de se soumettre sont des règles débiles. La règle des 3% de déficit que nous impose l'Union européenne, l'idée qu'on n'a pas le droit de dépasser ces fameux 3%, tout le monde voit bien que c'est débile. Pourquoi 3%, pas 4%, pas 5%? C'est simplement une mesure autoritaire d'austérité qui nous oblige à diminuer nos dépenses publiques, à sacrifier nos hôpitaux, nos écoles, nos petites gares et on en arrive au mouvement des Gilets jaunes. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience que ça ne peut pas continuer comme ça. Après, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il y a après? Et je crois qu'au fond, le choix, il est simple. Soit tout ça finit par faire le jeu de l'extrême droite, et c'est l'extrême droite qui remporte la mise. C'est ce qui se passe malheureusement dans beaucoup de pays d'Europe et du monde, hein, on le voit avec le Brésil. Soit la gauche se réveille. Moi, je préfère la deuxième option, évidemment. Est-ce que vous êtes gilet jaune? Moi, je n'ai pas enfilé un gilet jaune parce que je ne suis pas démago et je ne fonctionne pas comme ça. En revanche, je partage beaucoup des revendications des gilets jaunes. L'augmentation du SMIC, l'augmentation des retraites, la réintroduction de l'impôt de solidarité sur la fortune, ce sont des revendications que le Parti communiste porte depuis très très longtemps. Et aux Français qui n'ont plus envie de se battre, que ce soit politiquement, socialement, qui sont tout simplement dégoûtés, pas de la politique, mais dégoûtés de la vie actuelle, de ce qu'ils voient à la télévision. Je leur dis qu'en se battant, on obtient quand même des résultats. Et force est de constater que le mouvement des Gilets jaunes a obtenu un certain nombre d'avancées. Pas suffisamment de mon point de vue, mais enfin, depuis que Macron est président de la République, c'est la première fois qu'il est obligé de céder. Il a cédé sur la CSG pour les retraités, il a cédé sur la taxe sur les carburants, donc il a quand même été obligé de revenir sur un certain nombre de décisions. Pourquoi? Parce que les Français se sont mobilisés et qu'il y avait une majorité de Français qui soutenaient ceux qui se mobilisaient. Donc à un moment donné, ça ne tient pas. Et je crois que ça doit aussi être une leçon d'espoir pour beaucoup de gens. Il y a des victoires quand on se bat. Alors parfois on se bat et on n'a pas de victoire, mais en tout cas il n'y a jamais de victoire si on ne se bat pas. Deux dernières questions. Est-ce qu'on peut être de droite et avoir une fibre sociale? Oh oui, sans doute, bien sûr. Philippe Séguin, qui était un gaulliste du temps de Chirac, était sans doute quelqu'un qui avait une fibre sociale. Par ailleurs, la sécurité sociale, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Dans le monde entier, on nous envie la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle a été mise en place par un gouvernement qui était un gouvernement dans lequel il y avait des communistes et il y avait des gaullistes. Il y avait même le général de Gaulle.
Donc bien sûr qu'il y a des gens de droite qui peuvent avoir une fibre sociale. Moi, je ne leur dénie pas ça. Alors, le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins des gens de droite qui ont une fibre sociale. En tout cas, ça peut exister, oui. Alors, on n'a pas dans le live qui nous demande, parfois on peut avoir l'impression que la gauche PCF compris, mais comme s'il n'y avait pas de question de ressources pour l'État. C'est quoi le plan pour financer une France et une Europe plus sociale? Deux chiffres. À l'échelle de la France, l'évasion fiscale, c'est 100 milliards d'euros chaque année qui partent en fumée. À l'échelle de l'Europe, c'est 1000 milliards d'euros qui partent en fumée chaque année à cause de l'évasion fiscale. Parce que tout simplement, un certain nombre de gens très riches, mais aussi surtout un certain nombre d'entreprises, notamment de multinationales, pratiquent l'évasion fiscale. C'est un sport national, c'est un sport européen, l'évasion fiscale. Vous savez, j'ai rencontré récemment les responsables de Google. Les responsables de Google nous ont confié qu'aujourd'hui, ils payent 86% de leurs impôts aux États-Unis. C'est absurde. C'est-à-dire qu'en réalité, tout l'argent qu'ils font en France et en Europe échappe au fisc français et au fisc européen. On ne peut évidemment pas accepter ça. Je fais une proposition simple, la taxation à la source pour les multinationales. C'est-à-dire que le gouvernement a mis en place la taxation à la source sur les ménages. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre en place la taxation à la source sur ces entreprises, ce qui fait qu'on captera leur argent, on évitera qu'ils échappent au fisc avant qu'ils n'aient le temps de planquer leur argent aux Bermudes ou dans je ne sais quel paradis fiscal. Alors, réagir à ce que vous dites, il fait pitié, pas cet argument, c'est un épouvantail, il n'y a pas un argument. Qu'est-ce que vous avez à dire? Tout simplement qu'on ne peut pas demander aux gens de payer des impôts rubis sur l'ongle, c'est ce que font les gens, ils payent leur impôt sur le revenu quand ils y sont éligibles, ils payent la TVA, ils payent la CSG, et dans le même temps, il y a des tas de gens qui réussissent à échapper à l'impôt. Pourquoi le gouvernement a par exemple décidé de supprimer 30 000 emplois au ministère des Finances? Si on supprime des emplois au ministère des Finances, ce sont autant de gens en moins pour traquer l'évasion fiscale. Donc je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais c'est une solution absolument indispensable. Par ailleurs, moi je suis favorable à ce qu'on aille aussi chercher l'argent du côté des gros patrimoines. C'est la raison pour laquelle je soutiens le retour de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ce sont 3,5 milliards d'euros qui seraient à nouveau présents dans les caisses de l'État, autant d'argent qu'il n'y a plus depuis que le gouvernement l'a supprimé. Justement, le hasard a fait que ce matin, je parlais de l'ISF avec quelqu'un qui m'expliquait que l'ISF, ça ne sert à rien, puisque la majorité des personnes qui devraient payer plus sont déjà parties à l'étranger pour plus payer d'impôts, et que ceux qui le payent encore, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de partir à l'étranger. Enfin, ceux qui payent l'ISF ont un patrimoine, ceux qui payaient l'ISF ont un patrimoine de plus d'1 million d'euros. Donc ce ne sont pas des gens qui sont sur la paille, et on a par ailleurs un certain nombre de chiffres très précis qui montrent que l'ISF formule précédente était payée par 350 000 familles qui avaient un patrimoine de 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros, c'est la moitié du produit intérieur brut français. C'est vous dire que ces gens n'étaient vraiment pas sur la paille. Et par ailleurs, les chiffres le prouvent, il y a eu très peu de départs à l'étranger du fait de l'impôt sur la fortune. Donc moi je dis, il vaut mieux aller chercher l'argent du côté de ces 350 000 familles qui ont un patrimoine de 1000 milliards d'euros, plutôt que d'aller emmerder les classes moyennes en augmentant leurs taxes, comme c'est le cas aujourd'hui. Et dernière question, est-ce qu'on peut regarder l'objectif ici et vous adressez aux personnes qui regardent le live, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Vous avez carte blanche pour cette année 2019. D'abord, je leur souhaite une bonne année 2019 et je leur souhaite de bien regarder les différents programmes au moment des élections européennes et puis de vous fier aux gens qui ont toujours dit la vérité sur cette question-là. Nous, les communistes, nous avons fait partie de ceux qui ont alerté très tôt sur les dangers de cette construction européenne. Donc faites confiance à ceux qui disent la vérité depuis 30 ans plutôt qu'à ceux qui découvrent la vérité ces derniers mois. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Ça marche.